Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, et avec ces conversations, ils partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier, et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent que je vous propose avec une plongée dans les coulisses d'un des événements bien sympas de l'écosystème du do-it-yourself, le DIY Festival. Cette journée d'échange pro entre marques du DIY et créateurs de contenu est organisée par Laure et Caroline de Bureau d'influence. J'y assisterai de mon côté pour vous faire découvrir quelques-unes de ces marques et des créateurs. Dans cet épisode, Caroline et Laure nous expliquent donc le concept de cet événement et nous donnent quelques infos en avant-première. Bonne écoute! Bonjour Laure, bonjour Caroline, je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode toutes les trois ensemble. Ce soir, on va parler du DIY Festival. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Mélanie. Alors Laure, on se connaît déjà parce qu'on a déjà fait l'épisode 71 de mémoire ensemble et puis on en a fait d'autres encore après. Où on avait parlé donc dans le 71 de ton parcours à toi avec ton blog I Love DIY et puis avec ton activité, ta deuxième activité sous la marque Bureau d'influence. Et tu nous avais d'ailleurs parlé d'une certaine Caroline, ton associée. Et donc, Caroline, c'est toi. Tout à fait, enchantée. Donc voilà, donc ce soir l'idée c'était qu'on parle du DIY Festival qui est l'événement que vous avez monté ensemble toutes les deux dans le cadre donc de votre activité commune, comme je le disais, sous la marque Bureau d'influence. Je dis pas de bêtises. Exactement. Tout à fait. Alors Caroline, comme on te connaît un petit peu moins, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui, enchantée. Donc moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le milieu de la presse, et puis j'ai bifurqué à la quarantaine, comme toutes les femmes. On se pose plein de questions et j'ai voulu changer de vie un petit peu, et donc du coup, je suis devenue attachée de presse. Et au bout de 10 ans, ma curiosité m'a poussée à regarder un petit peu ce qui se passait au niveau de l'influence hors médias classiques. Et j'ai eu le privilège de rencontrer Laure à ce moment-là lors d'un atelier, puisque j'étais déjà dans le do-it-yourself au niveau de mes clients. Et à ce moment-là, effectivement, on a eu, enfin moi j'avais ce besoin de connaissances sur les réseaux sociaux parce que ça démarrait il y a quelques années, il y a 6-7 ans, sur les influenceurs, etc. Et on a décidé de créer Bureau d'influence, donc c'est une entité commerciale, Bureau d'influence, pour effectivement exploiter tout notre savoir-faire sur l'influence digitale. Alors, Caroline dit qu'elle a eu le privilège, mais je dirais qu'on a eu la chance d'avoir une rencontre privilégiée. Oui. Et de se rencontrer. Bon, donc une belle rencontre. Alors, qui s'est fait dans quel cadre ? En fait, j'organisais des ateliers pour un de mes clients qui était ma petite mercerie. Ils avaient ouvert un pop-up store que j'avais effectivement monté et j'invitais des influenceurs et donc Laure faisait partie des personnes invitées. Et pour la petite histoire, c'était sa première sortie, c'est ça Laure après son accouchement, c'était sa première sortie, donc elle nous l'a accordé et elle est venue à cet atelier et j'ai discuté avec elle. Je trouvais plutôt sympathique évidemment. Et j'avais besoin à ce moment-là pour mes clients de créer des contenus tutoriels. Donc je lui ai proposé naturellement et puis de fil en aiguille, ce que je dis souvent, alors elle rigole, mais je me dis mais elle est bien, elle a en plus un cerveau, elle est sympa, elle a un background marketing, chose que effectivement c'est pas toujours. Pour moi, elle était créative, elle n'était pas marketing. Et c'est ce qui a fait effectivement on s'est comprises sur ces sujets de l'influence en fait digitale. Très bien, et donc de là est née cette collaboration fructueuse depuis toutes ces années. Donc ça fait quoi ? Ta fille, elle a quel âge ? Ça fait 8 ans ? 7-8 ans ? Ma fille, elle a 8 ans, donc effectivement, ça fait 8 ans. Alors, ça fait pas 8 ans que Bureau d'influence existe. Non. D'accord. Mais je pense que ça fait 5 ou 6 ans. On compte pas vraiment avec Caroline. Ce qui est quand même important de savoir, c'est que notre collaboration, elle s'est construite, en fait. Elle s'est fait vraiment au fur et à mesure et on a commencé à travailler sur des petits projets, puis des moyens projets, puis après
des plus gros projets et puis après on s'est plus quittés. Oui, à un moment, je lui fais faire du contenu pour mes clients. Après, je lui ai dit, bah tiens, j'ai un client qui arrive. Est-ce que tu pourrais juste être consultante sur ce sujet, sur ces sujets de l'influence? Et puis de fil en aiguille, effectivement, voilà, j'avais envie qu'elle prenne la main sur pas mal de choses avec moi. J'avais envie d'être. Puis en fait, c'était surtout que ça faisait plusieurs années que j'étais évidemment comme tous les entrepreneurs toute seule. Et puis là, je me disais, oh, c'est plutôt sympa d'échanger, c'est important. Travailler à deux, ouais. Avec quelqu'un qui a la même fibre que nous, parce que c'est vrai que dans le milieu du do it yourself, c'est pas évident. Moi, on a tous nos amis qui nous disent, mais qu'est-ce que tu fais exactement? C'est jamais très sérieux ce qu'on fait. On a une machine à coudre dans le bureau, donc c'est un peu bizarre, et souvent on vous appelle à 15h en vous disant, mais tu travailles pas? Si, je travaille, là, tu peux me rappeler plus tard. On n'est pas sérieuse en fait dans ce milieu-là, et surtout j'avais quelqu'un qui comprenait un petit peu ce qu'on faisait, créer du contenu digital pour effectivement les réseaux sociaux, pour les sites de nos clients, etc. C'était important de la rencontrer parce qu'on se comprenait, et nous on sait qu'on travaille beaucoup, donc on travaille vraiment, on fait du vrai travail en fait. Même si tu fais de la peinture à 15h, c'est pas grave, c'est du vrai travail. C'est du vrai travail, voilà. Et des vidéos, etc. Parce qu'il n'y a pas que la création de contenu artistique, manuel, etc. Il y a, comme tu disais, c'est du contenu digital. Donc, en fait, il y a la création en tant que telle qu'il faut réaliser, mais après, il faut la valoriser dans un contenu digital. Donc, une vidéo, un post, etc. C'est pareil, poster sur les réseaux sociaux, c'est pas très sérieux non plus. Répondre aux c'est pas un métier. Bon, tu réponds à des amis virtuels. Tu t'amuses beaucoup quand même, faut dire, donc, voilà. Bon, en même temps, tant mieux, quelque part. Il y en a pas beaucoup des métiers où on peut s'amuser un peu. Non, mais on pense qu'on s'amuse beaucoup, mais on s'amuse, mais on est aussi dans la construction stratégique pour nos clients. Bien sûr. On a des responsabilités, on a des objectifs qui sont très chiffrés, très calibrés, que l'on doit atteindre. Donc oui, il y a la partie créative qui est géniale, mais il y a aussi une partie... c'est du business. Voilà, quantitative et... Oui, c'est certain. Non, mais quand perso, j'adorerais coudre sur mon temps de travail déjà. Donc, c'est ça où je me dis, déjà, effectivement, s'amuser, c'est quand même assez sympa, et on a rarement l'occasion de créer, dans le sens qu'on l'entend, nous, de créer en termes de DIY dans sa journée de travail. Effectivement, je pense que c'est pas tout à fait commun. Et après, oui, je vois bien l'activité stratégique derrière, et toutes les actions que vous menez pour les marques qui, j'allais dire, elles sont pas là pour enfiler des perles, les marques, elles sont contentes aussi sans doute de proposer des contenus créatifs, mais pour être dans le même rôle dans un autre secteur, quand on travaille avec une agence de com ou une agence d'influence, surtout ce qu'on attend, c'est effectivement des résultats, comme tu le disais, Laure. Et donc, on attend de la visibilité, on attend des likes, de l'engagement, des ventes, etc., que tout ce travail se transforme en conversion. Et c'est vrai que par rapport aux relations presse, en fait, on peut dire qu'effectivement, quand on parle de résultats, ils sont beaucoup plus quantifiables parfois que sur les relations presse, où finalement vous passez un encart de shopping dans un magazine, etc. On ne sait pas exactement ce que ça a donné comme vente, c'est assez obscur. Alors que là, quand on a des liens affiliés, quand on a des liens vers, effectivement, quand on sait que tout d'un coup le site internet remonte, parce que pareil, les clients se sont digitalisés, c'est plus seulement une boutique, c'est aussi un site internet. Donc quand on sait qu'une action, tout d'un coup, on nous dit sur Google Trend, il y a eu tout d'un coup un pic sur notre site, et nous on voit qu'à ce moment-là il y a eu un post ou une story de quelqu'un de très influent. On sait presque le quantifier en fait, on sait le quantifier. C'est ça qui est passionnant d'ailleurs, parce qu'enfin on a des résultats. Et même nous, avoir des résultats, c'est important. Quantifier ce qu'on fait, c'est super important. Donc c'est très riche, quoi. C'est passionnant. Oui, c'est tout l'avantage du web par rapport à l'affichage ou la télé. Alors la télé, c'est encore un peu différent, mais l'affichage, typiquement, on sait qu'on a fait X panneaux, mais derrière, c'est un peu... même pour la télé et la radio, finalement, c'est assez abstrait. Et puis, c'est
des volumes tellement importants qu'on a Ouais. un peu du mal aussi à se rendre compte, je trouve. Non, et puis c'était Euh, intéressant aussi de passer dans ce monde de l'influence avec des vrais gens en fait. C'est pas les journalistes, c'est une autre façon de travailler. C'est des gens qui sont contraints souvent, qui sont contraints par des contraintes effectivement par la rédaction chef, par des donc c'est pas le du tout timing. la même chose. On peut pas les comparer. C'est pas du tout. Là, on est face à des gens des vrais gens qui donc c'est très particulier et c'est super intéressant. Oui, c'est vrai que c'est assez différent. Et c'est souvent pour ça aussi que c'est vraiment quelque chose qu'on délègue dans une quand on est une marque. Parce que c'est vraiment un milieu à part, je trouve, les relations presse. Et c'est pas forcément... Ouais, c'est un métier, quoi. Enfin, il y en a plein, hein. Enfin, tout est un métier. Oui. C'est comme un consultant en référencement naturel, c'est aussi un métier. Pourtant, souvent, on fait un peu chacun une petite brique, etc. dans son coin. Pourtant, c'est quand même un métier à part entière. Mais je trouve que les relations presse, entretenir... Enfin, savoir comment fonctionnent les journalistes... alors, sur l'influence, c'est pareil. C'est aussi une autre manière de voir les choses, de se travailler avec des personnes. Et donc, pour le cas des journalistes, savoir ce qui va les intéresser, quelles sont leurs contraintes. Tu parlais des contraintes tout à l'heure. Moi, souvent, ce qui m'a marqué, c'est les contraintes de timing aussi. Les journalistes, c'est au moment où ils t'appellent, il faut qu'ils aient l'info, et c'est pas pour dans 3 jours, quoi. C'est immédiat. Et puis ça les intéresse ou ça les intéresse pas, mais et puis ça se trouve ce qu'ils ont, toutes les questions qu'ils ont posées, etc. Ils s'en serviront jamais. Enfin, il y a une certaine part d'incertitude, je trouve, dans les relations presse aussi. Tout à fait. Alors que là, effectivement, en amont, on sait qu'on aura un post, on aura on a une story, tout est cadré, tout est. Mais pas du tout dans une relation. Si elle s'engage, elle s'engage. Alors qu'un journaliste, on ne sait jamais s'il va s'engager. Donc c'est vrai qu'il y a une incertitude qui peut être assez pesante parfois, effectivement, dans ce métier. Ouais. Et pour peu que le contexte soit pas le bon aussi. Nous, en 2021, on a essayé de faire des choses dans le cadre de mon boulot et on s'est fait jeter, c'est pas le bon terme, mais globalement, le sujet n'intéressait pas parce que à cette époque-là, c'était Covid. Voilà, il y avait rien d'autre que le Covid et si il n'y avait pas un sujet sur le Covid, ça n'intéressait pas. Le digital, c'est passionnant, c'est super intéressant pour ça, tout ce qui est digital. Ouais. Très bien. Et alors donc, quand est-ce que vous avez lancé le DIY Festival et alors, enfin oui, quand et qu'est-ce que c'est ce festival? Alors, on commence peut-être par expliquer ce que c'est. Ouais. Oui. En fait, le DIY Festival, c'est un événement qui fait se rencontrer les marques et les influenceurs. Donc, c'est vraiment une journée dédiée à la rencontre des marques et des influenceurs. C'est un événement qui n'est pas ouvert au grand public. Ce n'est pas comme un salon. Au cours d'une journée, les marques vont venir présenter leur univers, leurs nouveautés, leurs produits, uniquement à des influenceurs. Et dans les influenceurs, on entend la presse et les blogueurs, Instagrammeurs, TikTokers, YouTubeurs, etc. Podcasteurs ? Oui, tout à fait. Tu seras d'ailleurs parmi nous. Voilà. Ouais, la jeunesse de cette histoire, c'est qu'on avait chacune notre histoire. Et moi, par exemple, à l'époque, c'était il y a 3 ans, relations presse, je dis souvent, quand on avait 60 journalistes il y a 5-6 ans qui venaient à votre présentation presse, vous étiez aux anges. Aujourd'hui, quand on en a 30, on est content. Donc les choses ont changé, donc je me disais il y a un truc qui va pas. Est-ce que la présentation de presse, les journées portes ouvertes, les PIO, tous ces noms, est-ce que ça a pas vieilli? Est-ce qu'on en a pas marre? Les gens ont changé aussi de façon de travailler dans les rédactions, ça s'est tendu. Donc il y a des choses qui se passent et puis on a aussi surtout les influenceurs, donc c'est de nouveaux influenceurs en fait pour les marques qui sont arrivées pour donner de la visibilité aux marques. Donc c'est des gens qu'on ne peut pas recevoir de la même façon qu'on recevait les journalistes dans les journées presse. Et Laure, elle avait son histoire aussi d'influenceuse qui était invitée à ces journées presse et qui me disait non, ça va pas, je me sens pas bien, ou il y a des choses, c'est bizarre, oh, je vais pas aller me déplacer pour une marque, c'est à l'autre bout de Paris. Enfin, il y avait toujours des contraintes. C'est sûr que le temps, se rendre à une présentation presse pour une marque,
Ça prend du temps et parfois on a quand même tendance à se dire: «Je n'ai pas ce temps» ou «J'utilise ce temps pour autre chose». Oui. Ouais, parce qu'un influenceur, il a une vie à côté. Il a aussi enfin, il a un métier peut-être à côté, donc il peut pas cumuler un métier. Un journaliste, à la limite, c'est son travail d'aller aux journées presse, mais C'est son pas. activité principale. Ouais. Donc on a eu l'idée, on s'est dit, mais il y a un truc à faire malgré tout, parce que même si c'était avant le Covid, on trouvait que le lien physique était important, surtout dans le DIY, parce que dans le DIY, je dis souvent, dans la mode, vous envoyez un petit pull, la fille, vous aimez son style, elle va le porter, bon, c'est réglé, elle vous fait une très jolie story ou un très joli reel avec votre pull, on est content. Dans le DIY, vous envoyez des pots de peinture, des marqueurs, une machine de découpe, un bout de tissu, et là, what, est-ce que la fille elle a compris ce qu'on pouvait en faire? Et donc il faut les accompagner, il faut discuter ensemble, parler de projets, et puis elles s'investissent beaucoup dans ce qu'elles font, puisque ça veut dire qu'effectivement pendant minimum 4 heures, elles vont devoir réaliser quelque chose. Et on se dit, mais il y a un truc qui va pas, c'est que les marques, du coup, il faut vraiment qu'elles communiquent sur leurs produits, mais c'est pas évident, c'est pas toujours facile. Alors encore plus quand elles passent par l'intermédiaire d'une agence qui connaît pas du tout le DIY, parce qu'on a cherché des influenceurs, mais il faut pas chercher des influenceurs, il faut chercher effectivement quelqu'un qui sache leur parler et qui connaisse ce qu'elles font, reconnaissent surtout ce qu'elles font. Et on s'est dit, cette journée, il faut que les gens se rencontrent et que ça matche. J'ai envie de vous discuter avec vous, j'ai envie de parler projet, etc. Et on a créé le DIY dans ce sens-là. Mais il fallait effectivement que ça devienne un événement. On trouvait qu'effectivement, pour les influenceurs, il fallait un côté événementiel, il fallait qu'elles viennent pour quelque chose. Donc, avoir plus de 15 marques, plus de 10 marques, même jusqu'à 20 marques, voilà, ok, je viens vraiment, je me déplace pas pour ça rien. vaut le coup. Les marques, c'est idem. Donc l'événement est devenu effectivement l'événement des influenceurs. C'est-à-dire que quand on l'a relancé, là, c'était encore plus flagrant. Là, il y a quelques mois, les premiers qui ont réagi, c'est les influenceurs, en disant, ah, c'est chouette, on revient au DIY Festival, c'est leur événement, parce qu'elles vont se rencontrer, elles vont rencontrer des marques, donc elles savent qu'on a fait cet événement pour elles aussi. Voilà. Et cet événement, il a plusieurs axes parce qu'effectivement, les influenceurs viennent prendre des infos, rencontrer des marques, monter des partenariats, etc. Elles viennent également se rencontrer entre elles. Parfois, elles ont eu des échanges sur les réseaux, elles ne se connaissent pas, mais elles ont beaucoup échangé et elles sont hyper contentes de se rencontrer et on ne sait pas ce qui peut naître de cette rencontre. Il peut naître une collaboration, voilà, il peut naître, je sais pas, il peut naître plein de choses. Il peut naître une rencontre aussi, comme Caroline et moi, un projet qui naît, enfin, il y a plein de choses et c'est exactement le même principe du côté des marques. Parce qu'en fait, on est quand même dans un milieu où l'aspect réseau est important. C'est un petit monde et on a vu dans les précédentes éditions naître des collaborations, des synergies entre des marques exposantes qui étaient venues au DIY Festival. On est là vraiment pour networker. Voilà, on est là pour networker tous ensemble, donc que ce soit marques entre elles, influenceurs entre eux, influenceurs et marques. C'est vraiment un moment pour nous, quoi. Oui, parce qu'il y a le CSF qui est un moment de rencontre, mais finalement, comme c'est sur plusieurs jours, 5, si je dis pas de bêtises, ouais, sur 5 jours, en fait, tu vois pas tout le monde, parce que potentiellement, il y en a une qui vient tel jour, l'autre qui vient tel jour, etc. Et puis, en fait, c'est pas un lieu dédié à ça. Non, c'est un lieu grand public. Donc, ouais, tu rencontres des gens, mais c'est pas pareil. Non. Le CSF, c'est extrêmement différent. Déjà, il y a du grand public. Non, mais tout est différent, mais tu vois, je veux dire, c'est aussi un lieu où tu peux les rencontrer, mais finalement, c'est pas du tout adapté pour effectivement discuter, comme vous le disiez. Tu viens voir les marques, elles te disent toujours, tu peux revenir dans 1 heure parce que là, il y a beaucoup de monde, je suis là pour vendre. Donc la marque, elle est là pour vendre à ce moment-là. Donc on peut pas parler travail, même nous, faire de la prospection sur le CSF pour trouver des nouveaux clients, c'est pas le lieu. À la limite, on se croise, on se dit bonjour, c'est vraiment salut, tu vas bien, je t'ai vu au CSF, mais on peut pas bosser en fait, on peut pas. C'est certain. Même entre influenceurs, on a du mal à dégager du temps sur ce moment si intense. Ouais, c'est certain.
qui est le CSF. On vient pas tellement pour ça. Donc c'était aussi ce constat-là qui a fait que le DIY Festival est né. C'est que cette journée devait être vraiment un moment privilégié où enfin on a le temps d'échanger, de se parler. On prend le temps qu'on veut puisque l'événement ouvre ses portes pour les influenceurs à 14h jusqu'à 21h. Si elles ont envie de rester de 14h à 21h, elles peuvent. Si elles ont envie de rester 1 heure, elles restent 1 heure. Tous les formats sont vraiment pensés pour ça. Et aussi, on a vraiment choisi que ça se produise un vendredi parce que, effectivement, les influenceurs ont une vie. Alors soit leur vie professionnelle, c'est l'influence à 100%, mais elles peuvent aussi avoir un autre métier. Et le vendredi, c'est un peu le jour idéal où elles peuvent poser un RTT. Elles peuvent voilà, venir après le boulot, elles finissent peut-être un peu plus tôt. Donc il y a le format après-midi, il y a le format after work, il y a tout le monde trouve le moyen de pouvoir passer. Ouais, C'est non, c'est surtout cool, un je trouve que c'est lieu, bien c'est un lieu qui est pensé. magnifique. Pareil, en fait, on voyait souvent le DIY qui arrivait comme ça dans une présentation genre Levi's qui allait hop inclure dans sa présentation presse un atelier custo d'un jean. Bah non, et pourquoi le DIY il n'aurait pas ses lettres de noblesse? Donc nous on nous contactait pour les marques en disant vous pourriez pas faire venir une machine à coudre, c'est pour les vis ou pas? Bah non, on a le droit d'être la machine à coudre et on n'a pas besoin d'éléments extérieurs. Et souvent les marques de DIY elles avaient pas les moyens de se payer des très jolis lieux. Donc, on trouvait qu'effectivement, c'était important de valoriser aussi nos activités dans un lieu qui est le Bastille Design Center et qui déjà est un décor en fait en soi et un décor qui a une histoire aussi. Une histoire puisque c'était un ancien atelier d'électricité, donc il y a toute cette patine, toute cette histoire qui était super importante pour nous. Il y a des meubles de métier en bois, il y a des pavés au sol, la luminosité est très belle. Du côté des marques, elles ont effectivement peu de décors à amener pour que tout de suite leurs produits soient révélés. Du côté des influenceurs, elles n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de choses pour prendre de jolies photos tout de suite, elles peuvent créer du contenu. Enfin, on a vraiment essayé de penser au maximum de contraintes pour que ce soit facile pour tout le monde. Tous les éléments sont réunis. Et puis pareil, on fait attention aux petits détails comme repartir avec des petits goodies, des souvenirs surtout. Et on le dit toujours, le tote bag, nous quand on travaille dans le do it yourself, le tote bag on en a, mais on sait plus quoi en faire quoi des tote bags. C'est clair. Ils servent à tout, voilà. Donc à chaque fois, on a commencé il y a 3-4 ans à faire un tote bag parce que personne n'en avait encore trop. La deuxième année, on a fait un filet. Donc pareil, on a essayé de s'adapter à chaque fois. Et le prochain DIY Festival, on ne peut pas vous les révéler, mais on a trouvé aussi quelque chose de très sympa. Donc on essaie toujours de changer, que ça soit pas comme classiquement le tote bag, le machin. Enfin voilà, on essaie toujours de renouveler voilà, le principe, les histoires, l'événement. Et pareil, les marques, elles reviennent. Enfin, il y a des marques qui reviennent, mais aussi on se doit d'avoir plein de nouvelles marques. Oui, ça, c'est très important pour nous. Si à chaque fois sur chaque édition, les mêmes marques, reviennent, ça n'a pas d'intérêt pour les influenceurs. Donc c'est important pour nous de faire vivre, voilà, différentes marques, des nouvelles, et Des grandes, des également petites, des startups, ouais. des plus grosses sociétés. Donc ça, c'est super important aussi, c'est une diversité en fait des marques et tout le monde est mis au même plan en fait. Donc ça, c'est super important puisque comme ils n'ont pas amené leur décor, le décor est déjà planté, tout le monde a ce même décor. Mmh. Oui. Et il y a aussi une chose, c'est qu'une présentation presse pour une marque ou un événement influenceur, ça coûte extrêmement cher. Donc elles n'ont vraiment pas tous les moyens, de le faire et le fait de se regrouper, ça permet de voilà, pouvoir, faire un événement de ce type sans avoir un budget démentiel. On a mutualisé les coûts quelque Mmh. part. Alors on va jusqu'au bout. Il y a aussi un vrai esprit convivial, un peu de famille. Hein, c'est la famille du do it yourself, on dira. L'esprit convivial, il va jusqu'à
demander aux marques si elles le veulent et si elles le peuvent, de faire une spécialité culinaire. Donc un tel va amener son fameux cake au citron. On a eu une année une marque par exemple qui avait amené un cheesecake et fabuleux. Nous on amène chacun amène quelque chose, les brownies d'un tel, etc. Donc on met des petites étiquettes sur le buffet avec ça c'est les brownies de telle marque, d'un tel dans telle marque. Donc on va jusqu'au bout effectivement, même au niveau du buffet. On n'a pas envie d'un truc comme dans les présentations presse où c'est le fameux traiteur qui vous livre des trucs. Oui, on peut le faire, mais c'est un trip de journaliste, mais c'est pas un trip d'influenceur. Ils aiment bien la convivialité, ils viennent pas pour ça. Ils viennent vraiment pour se rencontrer, donc c'est vraiment des petits clins d'œil qui sont plutôt sympas. D'ailleurs, on appelle ça la cantine. Le lieu où elles vont manger, grignoter 2-3 petits trucs, toujours en discutant et en échangeant. Ouais, c'est sympa parce que en plus se dire ça va être souvent comment dire, ton brownie était super bon, tu me donneras la recette, etc. Et tout de suite tu crées un lien vachement sympa. Et puis dis donc c'est bon, ça fait pas traiteur quoi, ça fait comme à la maison, encore une fois. Et pour récapituler juste la chronologie de la journée, en fait, les marques arrivent le matin assez tôt pour installer leur décor. Et le midi, on déjeune donc tous ensemble, donc les marques et l'équipe de bureau d'influence. Et ça permet encore une fois d'échanger entre marques, pourquoi pas de créer des synergies entre elles. Et en début d'après-midi, les portes ouvrent pour les influenceurs jusqu'à 21h. Super. Donc là, on en est à quelle édition? C'est la 3e, la 4e? 3e. On a été arrêté dans notre élan par le Covid. On s'est arrêté juste avant, en fait. C'était en janvier, et le Covid est arrivé quelques semaines après. Ouais. Donc on avait un peu mis de ça de côté. Et puis là, on voyait bien qu'il y avait un besoin, une demande. Donc on a remis ça au bout du jour, effectivement. Et on est ravis d'à nouveau de lancer cette 3e édition. Et on a une 4e édition qui est dans les tuyaux parce qu'on a beaucoup de demandes. Ah, trop bien. Bon. Alors justement, si vous pouvez nous faire un petit teaser, quelles sont les marques qu'on va pouvoir retrouver? Alors quand je dis on, donc... Alors peut-être juste avant de raconter ça, donc comme on disait tout à l'heure, effectivement, moi je serai sur place, donc ça sera le 13 janvier prochain. Donc là on fait cet petit épisode justement pour vous donner un avant-goût d'un épisode spécial qu'on va enregistrer sur place au DIY Festival. Et donc dans cette édition, moi je vais aller justement discuter avec les influenceurs et les marques, pour justement entendre une petite partie de leur histoire, parce que bon, on fera pas un épisode d'1h30 avec chacune des marques, mais l'idée c'est de prendre un petit peu le pouls de des différentes marques, des influenceurs qu'on connaît pas encore, parce qu'évidemment il y en a que j'ai déjà reçus dans le podcast et puis forcément il y en a encore plein d'autres. Donc dans cette journée, moi je vais faire ça. Alors qui est-ce que je vais rencontrer au niveau des marques et qui je vais rencontrer au niveau des influenceurs? Alors tout est peut-être pas encore bien calé en même temps, surtout au niveau des influenceurs. Les marques c'est plus... Les influenceurs ont reçu leur invitation la semaine dernière, donc on est en train c'est en train de rentrer. On en a encore d'autres à inviter puisqu'on a encore une liste qui est un peu à l'infini, un peu infinie. Les journalistes n'ont pas encore reçu leur invitation, ça devrait pas tarder. Au niveau des marques, on a déjà rentré la grande majorité des marques. Donc on sait qu'on va avoir un acteur des pelotes, donc c'est Fildar et également Pingouin. Donc c'est sous la même entité, mais chacune des marques sera différente. Pas du tout la même cible, pas du tout les mêmes types de pelotes. On va avoir une marque d'outillage, c'est Letterman, donc ça c'est déjà annoncé. On a Odif qui revient, on a Teinture Haute Couture qui revient. Donc ça c'est typiquement des marques effectivement un peu plus petites et qui en interne qui ont besoin aussi de rencontrer du monde et pour eux c'est important. On a également, alors Laure, aide-moi, je sais plus. On a iMark. iMark, c'est un petit produit incroyable. C'est une mini imprimante
qui va, vraiment imprimer en personnalisant, donc sur des rubans, sur des boîtes, sur des, sur du textile et il faut vraiment le croire, enfin le voir pour croire, ce qu'elle est capable d'imprimer. C'est très, très sympa. On a Asa qui évolue dans le scrapbooking, mais qui va nous amener effectivement autour de la déco, des choses autour de la déco. On a également de confirmer Ma Jolie Céramique. Donc personne ne connaît encore cette marque. Alors là, on adore nous. Ah si, moi je la connais. Ah. Angélique. Ah, bah oui, comment tu la connais, dis donc, c'est incroyable. Parce qu'elle est pas encore officiellement, voilà, elle a pas encore officiellement tout lancé. Elle lance ça en décembre. Ah ben non, c'est Ouais, bon. ouais, ouais. Elle a lancé en décembre. Ça marque. Donc là, on est super content parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'elle va sortir et qu'elle va se présenter à un public. Donc là, pour le coup, des influenceurs et des journalistes. Donc ça, c'est super intéressant. On a Aladine qui revient. Ouais. Style couture, alors là c'est une marque qui est super sympa, qui en fait qui est très proche de nous tous, mais on la voit pas. C'est une marque de produits de couture qui est dans les grandes surfaces. D'accord. C'est vrai que souvent, on a besoin de fil, on a besoin de tissu, on a besoin de plein de petites astuces couture. C'est style couture que l'on va retrouver chez Intermarché, Système U, etc. Donc c'est une marque qui est très proche de nous tous, surtout que on entend partout que les merceries ferment dans tous les villages. On a style Ouais. qui est partout aujourd'hui. Sur le fil également, donc là, Laure, tu les connais mieux que moi, sur le fil. Ils vendent ils commercialisent des kits qui sont vraiment très sympas et très modernes. On a Perle & Co Ouais. également qui vient. Là, on est vraiment ravis de les avoir parce que, on s'est vraiment rendu compte, par exemple, à CSF qu'il y avait très peu il y avait très peu d'exposants de perles et Ouais, de il bijoux. y avait une forte demande voilà, des influenceurs de pouvoir, créer des bijoux, des Ouais. accessoires, Mhm. et Perle & Co, c'est quand même la référence en termes de quantité De variété, ouais. Ouais, Mhm. exactement. donc voilà, et puis il y a encore d'autres marques qu'on devrait pas tarder à vous citer, voilà, à vous donner. Super. Donc c'est très varié, très riche, Ouais. parce qu'en fait c'est vrai qu'aussi dans le do it yourself, aujourd'hui quelques-unes sont cantonnées à des activités très précises, mais en fait on se rend compte que souvent les influenceurs nous disent ah mais moi je me suis jamais lancée dans telle activité, ah mais Mmh. ça m'intéresse. C'est à partir du moment où vous avez pris confiance en vous à faire quelque chose, vous dites attends, peut-être qu'une perceuse ça me ferait plus peur maintenant, peut-être que et si je me lançais dans le tricot, finalement, j'ai jamais essayé. Voilà. Mm. Si je sais utiliser une machine à coudre, une machine de découpe, finalement, c'est pas très loin, pas très éloigné. Donc toutes ces marques, en fait, c'est transversal aussi, puisque Ouais, on est un super. peu ouverte à tout. Mm. On n'a pas peur. On n'a pas peur, on est curieuse, on a envie de tester les choses. Si on se plante, c'est pas grave. Ouais, ouais. Parce que, comme tu dis, Caro, en fait, quand tu fais un loisir créatif, t'as envie d'en faire d'autres. Ouais. Mmh. Tu dis, c'est bon, t'as pris confiance en toi. En Ouais. plus, il y a le côté partage. Ah non, moi, faire des pulls. Il y a que moi qui arrive à importer, mais si je me lançais dans la couture, parce que j'ai vu que... En fait, je trouve qu'aujourd'hui, parce que moi je suis d'une génération, je fais la vieille, je suis d'une génération où on faisait du loisir créatif. Voilà. Aujourd'hui, je peux plus dire ce mot, ça m'écorche, je me dis, il y a un truc qui va pas. Aujourd'hui, je fais du DIY, parce que les choses sont plus faciles à réaliser. Avant, quand on faisait de la couture, on était obligé de thermocoller, on mettait des doublures, des épaulettes, tout était compliqué en fait. Et c'est pour ça qu'on restait cantonné à la couture parce que déjà, c'était le dur quoi. Aujourd'hui, tout est facile, tout est beaucoup plus facile parce qu'on a des tutoriels, parce que encore une fois, le digital. Et puis, je trouve on a une créativité qui est beaucoup plus débridée, beaucoup plus posé, simple, on se fait plaisir, voilà, c'est moins dans la perfection de la perfection et on fait des choses très, 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 très propres, hein, mais il n'y a pas ce côté effectivement rigide quand on se lance dans une activité créative.
Et c'est ça qui est passionnant aujourd'hui, je trouve. Ouais, c'est C'est clair. pour ça que ça se développe autant. Pareil, la cuisine, on n'a pas plus besoin d'avoir seulement des casseroles en cuivre pour faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, on a tous envie de le faire, quoi. C'est la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah génial. Bon, bah, moi, vous m'avez motivé à fond, hein. Enfin, je l'étais déjà, mais bon, là. Dans quelle activité créative tu voudrais te lancer prochainement? On va essayer de trouver la marque pour toi. Pff, Moi, pour l'instant, j'ai besoin de temps pour faire des choses. Non, donc moi, je fais de la couture, de la carterie, un tout petit peu de broderie, un petit peu d'aquarelle. En fait, je fais un petit peu de plein de choses. C'est bien, c'est génial. Oui, j'ai plein de choses. J'ai un max de fournitures. Je ferais bien un peu plus d'argile, enfin un peu plus, comme si j'en avais déjà fait, mais je ferais bien de l'argile. Tu vois? On a tous envie effectivement de toucher comme ça la matière en fait, comme la Mm. matière effectivement sculpture, etc. On a Et tous. toi, Caroline, t'as envie de te lancer dans quoi? Moi aussi, je pense qu'effectivement, j'aimerais bien. L'autre jour, j'ai vu un atelier comme ça de poterie. Je trouve que c'est très gracieux. C'est peut-être effectivement un film qui nous revient à toutes, mais je sais pas, il y a une sensualité. Et je sais pas, j'aimerais bien. Là, je me suis relancée dans le crochet ce week-end. Je me suis fait une bandoulière je te la montrerai là, une bandoulière pour mon téléphone, même si je veux une chaîne, mais en même temps, je me dis, ouais, je vais peut-être alterner entre une chaîne et une bandoulière que j'ai vue, que je me suis faite au crochet. Et j'ai un projet de tricot si j'ai enfin trouvé la laine, donc voilà. Mais c'est bien d'avoir toujours des projets, alors des fois, il y en a qui aboutissent pas, puis C'est vrai. d'autres, voilà. Ouais. Et toi alors? Moi, j'ai envie de me mettre vraiment au gros bricolage, quoi. Ah J'ai ouais. envie de scier, j'ai envie de poncer, j'ai envie de voilà, donc affaire à suivre. De bois, de choses comme C'est ça. ça. J'ai Bon. envie de faire des meubles, j'ai vraiment envie de faire plus de déco, mais sans avoir peur de scier, de couper, de Ouais. Ben moi, j'aime beaucoup le conte de Et Dieu créa, Elisa. et oui, Tu la connais? oui. Je me dis qu'un jour, il faudra que je lui propose de passer sur mon podcast. Ah ouais. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, pour revenir à ce gros bricolage, je sais que on nous a toutes, bah moi je l'ai, hein, une visseuse des visseuses spéciales nana, hein, c'est génial. Alors on est là, ouais, super. Et puis en fait, quand on s'y met, on dit mais c'est quoi cette visseuse des visseuses? C'est vraiment un truc, un jouet quoi. C'est pas sérieux parce que effectivement on peut pas. Ben, on nous prend toujours pour des petites choses, mais en fait, Fragile. je connais beaucoup de filles effectivement. Ben c'est une 10 years apart, elle se lance dans des trucs, elle a la visseuse des visseuses, elle a le truc, voilà, elle scie, elle coupe, c'est génial, quoi, parce que bon, bah, les outils, c'est fait pour justement faciliter la vie, quoi, c'est pour tout le monde, hein, finalement. Oui, mais je pense qu'il y a le côté, on a peur de se blesser avec des trucs comme ça, alors Ouais, qu'avec c'est nos ça. aiguilles et tout, bon, Bah, il y a... Exactement. ouais. Donc ouais, on va se prendre en main. Mais donc, et Dieu créa, elle fait beaucoup de tutos là, justement pour Mm. montrer aussi que justement, même en tant que femme, enfin, c'est horrible cette phrase, mais je vais dire même en tant que femme, on peut bricoler quoi. C'est justement, on peut bricoler, ça, on n'a pas besoin d'avoir des attributs particuliers pour pouvoir utiliser une visseuse et une scie. C'est clair. Bon, bah prochain challenge alors. Mais d'ailleurs, nous au bureau, on a une craft room maintenant, et c'est vrai que c'était nécessaire en fait, parce que quand on travaille, c'est sérieux, mais voilà, quand on fait nos tutoriels, etc., c'était important d'avoir un lieu dédié. Mmh. Parce qu'en fait, effectivement, un lieu de créativité, c'est important. On peut pas être mentalement dans plein d'univers différents. Voilà, c'était important d'être dans cette craft room. Je Ouais, croyais, ouais. Caroline, que tu allais dire que maintenant on avait une trousse à outils au bureau. Non, en fait, on loue un lieu qui est très sympa et surtout la personne qui nous loue le lieu est adorable, Thomas, hein, j'espère qu'il va nous écouter. Et il a au sous-sol, il est très bricoleur, il a au sous-sol des outillages de mec, voilà. Et du coup, on lui emprunte sa visseuse dévissée. On est là, ah ouais, ça c'est une visseuse dévisseuse, on va être des killeuses avec ça. Donc de temps en temps, on lui emprunte ses outils parce qu'il nous l'autorise de le faire. Et j'avoue que, ouais, là, c'est là que je me suis rendu compte. Je me dis, c'est quoi ta visseuse dévisseuse de jouet, quoi? T'as une visseuse de Playmobil ou quoi? Non, il faut être sérieuse maintenant. Non. Ah, il faut investir et puis on a peur de rien maintenant.
Et Bon, ça nous donc, manque alors d'avoir un extérieur. On dit souvent d'avoir un extérieur. Moi, j'ai besoin de peindre là des meubles. Ça me manque un extérieur parce que vie de parisienne, voilà, mm, parisienne, on a un extérieur qui est limité à un balcon et de temps en temps la bombe de peinture. Moi, j'avoue que oui, c'est c'est difficile compliqué. Ouais, de bomber. ouais. Ok. Bon, bah super, donc un beau programme pour le DIY Festival. Mm. Donc sur une grosse demi-journée pour les influenceurs, avec le matin, on l'a compris, pour les marques, pour se retrouver, pour échanger ensemble, etc. Du coup, moi, je vais jouer le rôle de la petite souris pour essayer de rencontrer un maximum de personnes, d'écouter ce qu'elles ont à raconter comme histoire, parce qu'en fait, chacune de ces marques a une histoire à raconter derrière. Moi, je suis souvent sollicitée en ce moment là sur les marques qui veulent justement venir au micro du podcast, donc je suis super contente. Et à chaque fois, j'ai envie de dire bah oui, pas de souci, on va faire un épisode et tout, parce qu'elles ont toujours un truc sympa à raconter. Il y a toujours par exemple, coudre et broder, c'est l'histoire d'une maman qui transmet la passion de la couture à son fils, quoi. Et donc c'est le fils avec un associé qui reprend la société, qui la développe et tout. C'est génial, les histoires comme ça. Et il y en a plein. Oui. Il y en a plein. Donc top. Et ben super. J'ai hâte de venir. Donc nous on se donne rendez-vous le 13 janvier et puis bah quelques jours après pour le débriefing et pour l'épisode spécial coulisses du DIY Festival. Super, ça va être génial. Bon, et ben je suis ravie. Merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble ce soir. Et puis bah voilà, rendez-vous dans quelques semaines. Avec plaisir. En attendant, de belles fêtes à toi. Oui, merci, à vous aussi. Et à très bientôt, Mélanie. Ouais, à très bientôt. Au Encore revoir. merci. Me revoici. J'espère que cela vous aura donné envie de découvrir de nouvelles marques et des nouveaux créateurs, donc je vous donne rendez-vous d'ici sans doute 2 à 3 semaines pour l'épisode. En attendant, je vous invite à aller suivre Bureau d'influence sur Instagram pour plonger dans le monde de l'influence DIY. Si vous aimez le podcast, je vous encourage vivement à profiter de ces quelques instants de fin d'épisode pour aller sur votre appli de podcast, vous abonner et mettre une note au podcast. C'est un super coup de pouce pour faire découvrir mon podcast plus largement. D'ailleurs, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire de 2 manières. En parlant du podcast autour de vous, sur Insta par exemple, en relayant des épisodes en story ou dans vos posts. Et vous pouvez également en parler de vive voix à vos amis créatifs. Et puis, dernière petite chose, si vous me soutenez sur Tipeee en me laissant un pourboire, c'est super important, c'est super sympa. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour les créateurs. Et ce soutien est très important pour moi parce que au-delà de l'aspect financier, parce que généralement je reçois quelques euros par contributeur, donc c'est pas grand-chose entre guillemets, ce soutien il permet de donner une valeur à tout ce temps que je passe à animer le podcast, donc un immense merci aux auditeurs qui l'ont déjà fait. Et les contributions peuvent être très bien ponctuelles avec quelques euros ou mensuelles, ça c'est vous qui décidez. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Et n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. À bientôt!